Bonjour à tous, c'est Handicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis vraiment super content de vous retrouver. Alors, je me suis maté l'épisode de The Rob, c'est un YouTuber qui a invité récemment Greg Toussaint et Papacito pour une vidéo. Ils ont fait plus ou moins une sorte de podcast, comme c'est un petit peu à la mode en ce moment. Et donc, ils ont parlé des relations hommes-femmes. Ils ont parlé de plusieurs sujets. Alors, ça dure 1h30, on ne va pas regarder les 1h30. Par contre, j'ai noté les passages qui sont les plus intéressants, sur lesquels je vais rebondir bien évidemment, comme à mon habitude. Et d'ailleurs, petit mea culpa, franchement, avec le recul, on en parlera peut-être en fin de vidéo, mais Papacito et Greg Toussaint, bon après ça a toujours été mes préférés dans la dissidence de droite à l'époque, mais franchement, belle évolution je trouve, super belle évolution, assez humain, bien plus humain que certains, qu'on ne nommera pas, mais c'est vraiment cool. Donc on va commencer avec le premier propos de Papacito qui parle de la femme en tant que marchandise. Il dit que la femme a toujours été une marchandise et on va rentrer un petit peu dans les détails, c'est parti. Et ce comportement-là. Alors je précise, j'ai mis un tout petit peu en accéléré, j'ai mis en 1,25 au lieu de 1 parce que comme on va réagir à plusieurs extraits qui durent chacun 5-10 minutes, le but c'est comme d'enchaîner, c'est pas de vous faire perdre votre temps non plus, même si je sais que vous aimez bien les petites vidéos quotidiennes, je veux pas que la vidéo fasse 1 heure non plus. Donc voilà. Enfin, bien que moi, ça me rapporte plus d'argent, ça me rapporte plus de vues, mais bon, on essaie quand même de condenser un minimum le contenu. Moi, je dirais que la femme a toujours été une marchandise, parce que ça a toujours été un objet de convoitise. Donc, un objet de convoitise est un objet précieux. Un objet précieux a une valeur. Il a une valeur morale, sentimentale, mais aussi marchande. Il y a une époque, on faisait des transactions pour réparer des crimes ou des offenses qui avaient été faits avec des femmes, avec du bétail, avec des femmes. Tu pouvais donner, tu avais des empereurs qui donnaient 100 femmes en échange de ou en réparation de. Tu vois ce que je veux dire ? Quelle époque incroyable. Ah, attends, il faut donner des hommes aussi. Ah, bon, Quelle époque hein. Donc la femme a toujours été une marchandise. La différence qu'on vit aujourd'hui, c'est que déjà avant, c'était une marchandise précieuse, d'accord ? Parce que les femmes n'étaient pas uniquement que de la marchandise. C'était une essence, une âme qui avait développé un certain nombre de caractéristiques et elles étaient inscrites dans un fonctionnement traditionnel, d'accord ? C'est quand tu faisais rentrer des femmes dans ta maisonnée, elles avaient un champ d'action, elles avaient des prérogatives, d'accord ? Aujourd'hui, la femme se définit pas seulement par la marchandisation, uniquement, pardon, par la marchandisation de ses attributs sexuels. Elle ne marchandise plus la classe qu'elle peut t'amener, le support qu'elle peut t'amener, à quel point elle va bien élever tes enfants. Ça, c'est de plus en plus rare. La femme a toujours été une marchandise. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la marchandise a baissé massivement en qualité. Et surtout, c'est une marchandise qui n'est plus qu'une marchandise sexuelle et non plus une marchandise globale, quelque chose de convoitable parce que ça t'a amené énormément de choses sur énormément de points. Et la marchandisation. Alors ça c'est très vrai, je suis assez d'accord pour le coup. En fait, Papacito nous retranscrit effectivement la marchandisation de l'individu et notamment la marchandisation de la femme. Alors après, le fait que la femme a toujours été une marchandise, je ne suis pas vraiment d'accord. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Jacques Rousseau qui dit la femme a inventé l'amour pour permettre à ce sexe de dominer alors qu'il était créé pour obéir. J'adore cette phrase-là et c'est Zemmour qui la sortait beaucoup à l'époque dans ses interviews pour vendre son livre Le Premier Sexe. Et j'avais vraiment aimé cette phrase-là parce qu'il vous retranscrit que la femme, à l'époque, effectivement, par les hommes, était vue comme un gibier, un vulgaire gibier dans lequel, comme dit Cousin, un vulgaire bout de viande dans lequel on va jouir. Et pour au final, la femme aurait créé l'amour dans le sens, elle aurait créé un schéma de conquête pour convoiter la femme. Donc évidemment, le fait, par exemple, le rencard ou par exemple la prestance que l'homme doit avoir, le charme que l'homme doit avoir, ou même, comme le dit Delavier, la calorie que l'homme doit apporter à la femme pour prouver qu'il peut subvenir à ses besoins. Ce qui fait que la femme ne serait plus vue comme un vulgaire gibier dans le but de se reproduire, mais qu'elle aurait vraiment codifié une certaine forme d'amour, une certaine forme même ne serait-ce que sexuelle et de charme, qui fait d'elle un objet de convoitise, un objet de valeur. J'aime bien cette définition-là. Et au-delà de ça, il dit effectivement quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en fait, la femme à l'époque était un objet de convoitise dans le sens général. C'est-à-dire qu'au-delà de ses attributs, c'était l'image de la fille devenait la femme et l'image de la femme devenait la mère. L'homme, quand il se mettait avec une femme, il voyait aussi la mère dans la femme. Il voyait aussi le futur rôle de la matriarche un petit peu parce que, on en reviendra dans ce podcast-là, mais ils disent quelque chose de très intéressant, c'est que les femmes, donc nos grands-mères, nos mères et nos grands-mères, ça dépend les générations de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais en général, c'est la femme qui tient la maison. En général, c'est ce qu'on appelle même la matrone. Il y a le patron à l'entreprise et la matrone à la maison. Et c'est assez vrai. Et aujourd'hui, effectivement, la femme, au-delà de la marchandisation de l'individu et la marchandisation de la femme, c'est surtout le côté sexuel qui ressort. La femme aujourd'hui vend ses attributs. La femme aujourd'hui met en avant ses attributs pour se mettre en avant elle et ensuite générer des revenus tels qu'aujourd'hui avec OnlyFans, tels qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'influence, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes sont très inintéressantes.
dans leur vie du quotidien, au-delà de leur attribut. Ils en parlent aussi à un moment et ils disent, voilà, à l'époque, bien que, moi je ne suis pas né à cette époque-là, donc je ne peux pas le dire, mais Papastion il nous dit qu'à l'époque, bien que c'est une époque qu'il n'a pas connue non plus, les femmes qui avaient quelque chose, les femmes qui avaient du charme, les femmes qui étaient des vraies femmes, après ce qu'on appelle le coït, hein, après avoir couché avec, et ben on l'emmène au restaurant, on discute, on fait quelque chose. Aujourd'hui, les femmes actuelles, une fois que tu as couché avec, tu n'as qu'une chose, enfin tu n'as envie de qu'une seule chose, c'est de te barrer. Voilà, il y a ce sentiment de dégoût, ce sentiment de elle me fait chier. Voilà, une fois que tu as eu ce que tu voulais, c'est-à-dire jouir en elle, bah, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Et ça me rappelle ce que disait même Soral sur la drague. Il disait que, en réalité, et moi je suis assez d'accord sur ça, je suis même entièrement d'accord, faire l'amour en soi, c'est assez chiant. En fait, ce qui est intéressant, c'est le processus qui t'amène à faire l'amour. C'est-à-dire rencontrer la femme, aller vers l'inconnu, je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit, aller vers l'inconnu, procéder à un système de séduction, procéder à un système de drague, conquérir la femme. Il n'y a rien de plus justement excitant de se dire tu rencontres une femme, tu arrives à choper son numéro, tu l'emmènes en rencard, un rencard, deux rencards, trois rencards et jusqu'à arriver à la porte de chez elle. C'est magique, c'est phénoménal. Et une fois qu'elle se met à poil, bah en fait, tu as fini le jeu. T'as plus de… Ça y est, c'est fini. Et d'où effectivement le danger un petit peu de la prostitution. Le fait d'avoir directement cet accès au sexe. Pareil avec le porno, c'est d'avoir en un clic l'accès à la femme nue, à la femme dans son entièreté, avoir accès à l'intimité de la femme, avoir accès au privé, comme ça, sans avoir à procéder justement par ce procédé qui plus est naturel, bah ça casse un peu la magie, ça casse. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à… Tu sors dans la rue, tu vas à Paris, tu vas dans même certaines boîtes de nuit, tu vas dans le milieu de la nuit. Moi, j'habite à Pattaya en ce moment. Je peux vous dire que des femmes en mini-jupe à moitié à poil, tu les vois partout. Tu as accès au sexe hyper facilement. Et en fait, ça casse ce truc-là. C'est l'accès, c'est la fast-foodisation de la femme. C'est-à-dire qu'on a accès, comme un burger aujourd'hui, au lieu de te le faire toi-même, en allant prendre ton pain, prendre ton steak, prendre ta salade, faire le fait de cuisiner, d'attendre. À la fin, tu savoures ton burger. Alors que là, en un clic, tu balances ton billet, tu as accès à un burger. Et bien pareil avec les femmes, tu balances ton billet, tu as accès à la femme. Et aujourd'hui, ça casse totalement ce truc-là. Ça casse ce truc-là, ça casse notre dopamine, ce sentiment à la fin de la journée, tu es content, quoi. Là, il n'y a plus ce truc-là. On a accès tout rapidement, c'est le court-termisme en fait. C'est le court-termisme qui prend le dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va dans une certaine logique du capital aussi. Le capital est très content parce que ça nous permet de consommer plus vite, ça nous permet de consommer. On ne rencontre plus la femme, on la consomme, on la consume. On ne rencontre plus un individu en essayant de savoir ce qu'il est. Disons qu'on embrasse son paraître. On ne découvre plus son être, on embrasse simplement que le paraître. On est attiré par le paraître. Et c'est assez déprimant en réalité. En plus, elle vient du fait de la facilité qu'ont les hommes à avoir accès à un nombre de familles limitées. Exactement. C'est venu avec tout le business du fast-food, etc., etc. Il y a aussi une fast-food On dit exactement ce que je viens de dire, c'est la fast-foodisation de la femme avec les applications de rencontres. Il faut comprendre que les applications de rencontres, il n'y a rien de plus nocif dans le sens où quand tu vas sur une application de rencontre, il faut bien comprendre que c'est qu'en fait, à partir du moment où tu trouves l'amour, où tu cherches l'amour parce que tu te sens seul, tu pars déjà sur une mauvaise base. Il faut le comprendre. Les gens qui aujourd'hui essayent de trouver l'amour par les réseaux sociaux, par les applications de rencontres, par un quelconque moyen dans le but de remplir un vide intérieur, tu sais, tu te sens vide, tu te sens seul, tu te dis « Ah, il me faut une femme ». Mais rien que là, tu pars sur une mauvaise base. Si tu sens que tu as besoin d'une femme parce que tu dois combler un vide, ben laisse tomber. En fait, ton couple ne durera pas. C'est pour ça que les couples ne durent pas. Parce que ça part sur de mauvaises bases. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont en couple et qui sont malheureux parce que une fois qu'ils ont trouvé leur copine idéale parce qu'ils avaient un vide et qu'ils arrivent à combler avec cette femme-là sur un instant court-termiste, au bout de 2, 3, 4, 5 mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien en commun avec cette femme-là parce qu'ils se sont rencontrés sur la base d'un vide. C'est-à-dire que deux personnes qui se sont senties seules se sont retrouvées et se sont mis en couple pour combler ce vide-là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de passion commune, il n'y a pas d'intérêt commun. Il n'y a pas d'amour passionnel, il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de véritable amour. Ils ne vivent plus l'amour. Ils vivent simplement un instant court-termiste qui leur permet de remplir ce vide-là, cette vacuité intérieure. C'est vraiment problématique. Et c'est pour ça que moi je le dis souvent quand on me demande est-ce que tu es en couple, non. Et tu sais, les gens ils sont surpris. Ah bon, mais pourtant tu as ceci, tu as cela. Mais j'ai pas besoin.
J'ai pas besoin, je suis comblé dans ma vie. J'ai mes passions, je suis comblé dans mon travail, dans mon ceci, dans mon cela. Pourquoi j'aurais besoin d'une femme actuellement? Je n'en ai pas besoin. J'ai pas envie de remplir bêtement ce vide parce que je suis célibataire, donc à mon âge là, je devrais ne pas l'être. Mais non, non, je suis désolé, je veux pas être comme toi. Je veux pas être comme toi qui est en couple uniquement pour le paraître ou tu es en couple uniquement parce que tu te sens seul et tu as comblé ce… Non, justement, Schopenhauer, il dit qu'un homme a besoin de se sentir seul, il a besoin de solitude. Et c'est là qu'on justement on se retrouve avec soi-même. C'est d'où l'importance de la spiritualité, d'où l'importance, même Papasto le dit souvent, de la religion, bien que j'amène personne forcément à se diriger vers la religion, mais à se diriger vers une spiritualité, une philosophie de vie, vraiment combler son être par soi-même. Arrêtez de combler votre être intérieur par des choses extérieures, par du matérialisme, par des valeurs qui sont complètement inutiles, par le fétichisme de la marchandise, par la consommation, par le consumérisme. Non, essayez de vous concentrer sur vous-même, concentrez-vous sur vous-même et rendez-vous compte de ce que vous avez besoin dans votre être intérieur. Ça peut paraître un petit peu très rocambolesque ce que je dis, mais une fois que vous avez trouvé vraiment, véritablement ce en quoi vous avez besoin pour remplir votre vie intérieure sans avoir accès à des choses matérielles ou physiques, et ben franchement, vous vous rendez compte que la plupart des choses que vous avez ne vous servent à rien. Et ça vous rend plus fort justement, ça vous rend plus fort parce que quand votre vide intérieur, vous le comblez par des choses extérieures, mais que ces choses-là extérieures, vous n'arrivez plus à y avoir accès, par exemple les femmes, un mec qui remet son bonheur et qui remet le fait de combler sa solitude par les femmes, une fois qu'il n'a plus accès aux femmes parce que le marché devient de plus en plus compliqué ou parce que les femmes sur qui il tombe, c'est des femmes avec qui il n'arrive pas à perdurer, et ben en fait, ton bonheur, s'il dépend des femmes et que tu n'as pas accès aux femmes, bah finalement, ton bonheur, tu te le coupes. Tu n'as plus accès au bonheur. Et c'est là où, désolé du terme, t'es baisé. T'es baisé. On va passer au deuxième chapitre. J'avais marqué 24 minutes 5. C'est un passage super intéressant. C'est Papasto qui s'exprime. C'est sur… Ah oui, les femmes et l'homme à l'ancienne. Les femmes traditionnelles, l'homme traditionnel. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Indépendance, donc en gros, elle fait ce qu'elle veut quand elle a envie de le faire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu le chat qui se mord la queue, comme on dit? Non, j'allais dire que les hommes, c'est pareil, parce qu'en fait, les hommes qui veulent des femmes à l'ancienne, mais c'est pareil. Si on fait le constat sur les hommes, tu crois plus en Dieu, t'as plus les épaules pour être un patriarche, t'es globalement un trou du cul, Économiquement, tu tiendrais pas un foyer. Économiquement, tu tiendrais pas la route. Ouais. Donc, c'était des responsabilités qu'il y avait sur les épaules de nos grands-pères et tout quand même, tu vois, parce qu'on a tendance à nous présenter les sociétés traditionnelles comme la femme, elle suce, elle fait la vaisselle, et l'homme, il allait dire non, 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 non. L'homme, il avait beaucoup de responsabilités. Donc, si tu veux, en fait, la femme, elle a goûter aux fruits défendus, mais l'homme aussi. Donc on se retrouve dans un dialogue de faux semblants où les hommes disent ouais, je cherche une femme à l'ancienne. La femme dit ouais, je cherche un homme à l'ancienne, et en fait aucun des deux n'est à l'ancienne. Ouais. Et ils se déguisent en mec à l'ancienne jusqu'à ce qu'en réalité la nature profonde revienne, tu vois. Moi je m'inclus dedans, tu vois. D'ailleurs, c'est souvent, je suis désolé de couper, je vais reprendre, hein. Souvent c'est du paraître. C'est ce que j'en ai énormément parlé dans mes vidéos. C'est pour ça que moi j'ai quitté un petit peu toute la secte masculiniste, droitard, virile, chrétienne, etc. Parce que la plupart, ils ne vivent que dans le paraître. C'est la plupart des gens, ils se sentent chrétiens parce qu'ils ont un tatouage du Christ, ils ont une croix chrétienne, mais est-ce que tu l'es vraiment toi? Non. C'est des gens qui n'arriveraient pas, qui même se plaignent que les églises ferment, que les églises ne soient plus là, mais la foi, elle commence par là. À l'époque du Christ, il n'y avait pas d'église. À l'époque du Christ, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas le lieu de culte, parce que la foi, elle était intérieure. Et justement, moi je trouve que le christianisme perd de plus en plus de son essence parce qu'il s'est référé malheureusement trop au matérialisme. Lié au catholicisme, le fait d'exhiber. Certains disent oui, mais c'est important parce que ça permet de montrer la puissance. Mais oui, justement, si ta puissance, elle dépend du matériel et du physique, et ouais, on a beau se plaindre que oui, il y a de plus en plus de mosquées, oui, mais les musulmans, ils ont la foi intérieure. Ils ont la foi intérieure, ils sont solidaires, ils sont ceci, ils sont cela. On a beau le dire, mais avant les mosquées, il y a des musulmans qui sont venus, qui ont prouvé qu'avec leur foi qui sont honnêtes et solidaires et communautaires, c'est pour ça que maintenant les mosquées se font. Parce que leur foi est honnête. Si ta foi n'est pas honnête de base, forcément, ça va pas… Donc, et c'est pareil avec les hommes et femmes traditionnels. Thaïs Escuffon, elle se fait passer pour une femme traditionnelle, mais elle n'a rien de traditionnel. Elle est sur les réseaux sociaux, elle se dévêtit. Une femme traditionnelle, c'est pas une femme qui porte une jupe courte et qui dit « Ah bah moi, je fais à manger à mon mari », c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut arrêter de croire que la femme, parce qu'elle fait la vaisselle et que l'homme y travaille, que ça y est, on est un couple traditionnel. Il faut comprendre que la vaisselle, c'est un rôle interchangeable. C'est un rôle interchangeable. La cuisine, l'homme a toujours fait la cuisine. D'ailleurs, à l'époque, les couples, ce que les gens ne savent pas, c'est que le couple, à l'époque, ne serait-ce qu'avant la Première Guerre mondiale, les couples, c'était une unité de production.
une unité de production. C'est-à-dire que l'homme, il était au fourneau, il faisait les baguettes, il était boulanger, et la femme, elle était à la comptabilité. Et les rôles pouvaient s'inverser. Un jour, l'homme était à la comptabilité et il servait les clients, et la femme, elle était au fourneau. Moi, j'habite en Thaïlande en ce moment et je peux vous garantir que moi, j'en vois énormément de couples, par exemple franco-thaï ou anglo-thaï. On voit l'homme, par exemple, qui est pâtissier, qui était pâtissier en Angleterre ou pâtissier en France, qui fait ses petites pâtisseries, et la femme thaï, elle est devant, elle fait la comptabilité, elle fait le service, etc. Et voilà, et c'est comme ça que ça forme un couple. Un couple, ça se forme par la passion, par le travail, par l'unité de production. Et à la fin de leur journée, ils ne se posent pas la question s'ils s'aiment encore. À la fin de leur journée, ils ne se posent pas si les sentiments sont encore là. Mais non, parce que c'est un couple qui marche et qui fonctionne. Ils ont leur petite entreprise, c'est une petite TPE familiale, une petite TPE de couple, et ça marche comme ça. Et le matin, ils se lèvent, ils travaillent et ils s'aiment. Et c'est comme ça que ça marche un couple. C'est un couple qui marche par des rôles interchangeables, par le travail, par l'unité de production. Il faut arrêter de croire que le couple, ça marche parce qu'on est en couple, parce qu'on regarde Netflix devant la télé ou parce qu'on va au cinéma le dimanche. C'est pas ça un couple. Ça, c'est la vision hollywoodienne que vous a vendu le capital du couple. Aujourd'hui, c'est pas ça un couple. Ça, c'est du faux couple. Et c'est pour ça que les couples ne durent pas. Moi, j'estime avoir des côtés de mec à l'ancienne, mais je suis comme les femmes, tu vois, j'ai eu une vie qui ne correspond pas à celle de mon grand-père. J'ai fréquenté d'autres femmes avant d'avoir une femme, donc ça laisse des empreintes dans le cerveau. La femme avec qui je vais être, à qui je demande d'être tradie, elle peut être tradie sur certains points, mais elle a un body count. Donc à un moment, même si on joue le jeu, ça va sortir. Elle va mal me parler comme les femmes ne se permettraient pas de le faire dans les années trucs. Et là, moi, mon cerveau, il va se rappeler que j'ai accès à d'autres femmes, donc en fait, je vais l'envoyer se faire foutre, en fait, tu vois. Donc tout explose. Et en fait, ce qui est très très dur à accepter, c'est qu'en fait, le verre, il est dans la pomme et la pomme, elle est pourrie. Et il y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait des solutions. Je crois qu'il va y avoir quelques chanceux, mais je crois que globalement, on arrive à un moment où les paradigmes. Enfin, le projet n'est plus possible. On est tous dans une impasse, femmes et hommes. Ouais, il va y avoir une minorité de chanceux qui vont tout rafler. Ça, c'est la réalité, mais on l'a déjà vérifié à travers les applications de rencontres qui sont carrément même en train de s'écrouler, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ouais, non, il y a une réalité qui est que, évidemment, on voit clairement les différences entre les hommes et les femmes. Peut-être que c'est pas encore assimilé par tout le monde. Peut-être que ça aussi, ça pose un problème. Peut-être que les femmes ne s'en rendent pas compte. Peut-être que les hommes eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les hommes eux-mêmes disent être à la recherche de femmes traditionnelles. Les femmes ont eu un discours hyper féministe pendant un moment, et puis petit à petit, là, on est sur le début de ce qu'on appelle les fausses femmes traditionnelles. Et je dis fausses parce que, par définition, une femme traditionnelle ne peut pas travailler, pour toutes les raisons du monde. Tu ne peux pas avoir un travail de 8 à 5 et t'occuper des enfants, de tes enfants tous les jours jusqu'à ce qu'ils aient 6 ans. Tout à fait. Tu vois, Oui, alors, bon. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une femme traditionnelle actuellement, c'est pas possible dans le sens où, dans tous les cas, ça va la mener à la dépression. Pourquoi? Parce qu'une femme traditionnelle qui se met à travailler, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que la femme, elle a été mise sur le marché, évidemment, vous le comprenez, par le grand capital, parce qu'ils ont compris que la femme, si elle travaillait, elle avait un salaire en plus, donc ça lui permettait de consommer encore plus. Ils ont fait croire à la femme qu'il fallait travailler pour s'émanciper, alors qu'en fait, ils en avaient juste besoin pour tirer les salaires vers la baisse, pour faire une baisse des salaires, parce que l'homme, à l'époque, coûtait trop cher. Que même à une époque en Allemagne, ils mettaient les enfants et les femmes au travail plutôt que les hommes parce que ça leur coûtait moins cher. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, c'est plus avec l'immigration subsaharienne parce que la femme, pareil, coûte trop cher, parce qu'ils ont voulu l'égalité salariale, etc. Bref, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour subvenir aux besoins d'un foyer, il faut 2 salaires. Donc, par définition, la femme ne peut pas être traditionnelle, comme il le dit, dans le sens où s'occuper des enfants et travailler en même temps, parce que déjà, travailler 2 fois, ça va la mener à la dépression, ça va la mener au bout d'un moment, elle ne pourra pas. Tu ne peux pas te faire 2 travails dans la même journée, tu ne peux pas vivre 2 vies en même temps. Soit tu t'occupes des enfants et tu fais le maternage, soit tu travailles, mais tu ne peux pas faire les 2 en même temps. Ça me rappelle la vidéo de Jean-Claude Van Damme face à Marlène Schiappa, vous savez, où il disait mais laissez les femmes qui ont envie de vivre en éduquant leurs enfants, de vivre par le maternage, et laissez celles qui ont envie de travailler. Mais arrêtez de faire croire aux femmes qui veulent faire le maternage qu'on doit les mettre au travail, parce que sinon, s'occuper des enfants, c'est être contre l'émancipation, c'est ne pas être une femme libérée. Arrêtez quoi. Arrêtez. Quand l'homme il a les moyens de subvenir aux besoins de la femme, de son enfant et de son foyer, et qu'en plus la femme peut s'abstenir de travailler, eh ben laissez-la. Vous croyez vraiment qu'une femme émancipée, c'est une femme qui est caissière à Lidl toute la journée? Non, c'est pas ça. Et j'irais même encore plus loin dans l'absurdité du grand capital, c'est qu'aujourd'hui, le grand capital vous fait croire qu'une femme qui est sur OnlyFans, qui vend des photos de son corps, elle est libérée et émancipée. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la plupart des… Bon, déjà, il faut comprendre que les femmes sur OnlyFans, les femmes qui vivent d'OnlyFans, c'est 1 ou 2%. C'est comme les influenceurs. Aujourd'hui, tout le monde est influenceur, mais personne ne vit de l'influence. Je ne vis pas de l'influence. La plupart des gens ne vivent pas de l'influence. C'est une minorité. Et il faut comprendre que la femme, aujourd'hui, elle va travailler de 8h à 17h en tant que caissière.
ou en tant que, je sais pas, elle est derrière son ordi, elle travaille dans le tertiaire. Derrière ça, elle rentre. Bref, elle se fait à bouffer, elle fait sa journée, voilà. À 19 h, elle fait ses petites photos OnlyFans pour les vendre, pour vivre ses relations à distance avec ceux qui lui payent des abonnements tous les mois. Donc elle se pense émancipée parce qu'elle se tire 500 balles tous les mois grâce à des pigeons qui vont payer des photos d'elle en lingerie. Et elle se dit émancipée, elle se dit ah bah super, je fais de l'argent, je vais pouvoir me payer des vacances, etc. Mais elle ne se rend pas compte que le grand capital, c'est ce qu'il veut. Le grand capital arrive à la faire travailler 2 fois. En tant que caissière la journée, en tant que tapin virtuel la soirée. Donc en fait, elle fait une double journée, exactement comme la femme traditionnelle va s'occuper des gosses le soir et travailler la journée. Donc elle fait 2 journées en même temps. Ça ne peut pas durer, ça peut pas durer. Et justement, la femme se pense émancipée parce qu'elle fait OnlyFans le soir, elle fait caissière la journée, donc elle se sent émancipée, elle se sent libérée. Et au-delà de ça, c'est ce que veut le capital dans le sens où c'est le marché ultralibéral qui vous fait travailler 2 fois plus. C'est comme aujourd'hui les gens qui font des petits revenus sur Internet. La journée, ils vont travailler et le soir, ils vont se faire des revenus sur Internet. Mais en fait, on travaille 2 fois. On travaille 2 fois plus. Et c'est ce que veut le marché. C'est ce que veut le marché. Et là où c'est encore plus dans l'absurdité, c'est que la femme qui se tire de l'argent sur OnlyFans, elle prend de son temps et de son physique la journée en tant que caissière. Voilà, c'est un métier assez physique, c'est un métier où elle donne de son temps. Et le soir, encore plus, elle va devoir se dévêtir. Donc, elle va devoir perdre de son honneur, perdre de ses valeurs. Elle va salir son honneur et l'honneur de sa famille en montrant son corps à des inconnus. Et ça se trouve en plus, elle est en couple, mais elle ne le dit pas à son mec qu'elle est OnlyFans, tu vois. Donc en plus, elle va montrer des parties d'elle dévêties, dénudées, etc. Pourquoi? Pour 5 balles par mois? Donc cumulé à 2, 3, 10 clients, c'est bien, elle va se tirer 500 balles au maximum. Super. Donc elle a sali son honneur, elle travaille 2 fois plus. Tout ça pour le plaisir du grand capital, parce que le grand capital, c'est tout ce qu'il veut. C'est qu'on travaille de plus en plus. Mais il vous le fait de manière dissimulée. C'est comme quand moi j'étais livreur Uber Eats. Au début, livreur Uber Eats, tu te dis c'est super, tu n'as pas de patron, tu travailles dans ta caisse ou sur ton scooter, tu te mets de la musique, tu te mets de la radio, tu livres à bouffer, c'est cool. Mais en fait, tu te rends compte que tu n'es jamais autant esclave que quand tu es livreur Uber Eats. C'est pas parce que tu n'as pas de patron que tu ne travailles pas. Tu travailles encore plus, tu es payé au kilomètre, tu es payé une misère, tu te tires 1000 balles par mois pour faire des commandes Uber Eats. C'est ça la vie? C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Mais parce que tu n'as pas de patron, c'est un travail cool. Et le capital vous fait croire que c'est un travail cool. Mais c'est exactement comme l'émancipation des femmes. Ils vous vendent l'émancipation ils vous vendent le travail des femmes comme de l'émancipation. Mais en réalité, c'est juste de la mise au travail et du salariat abrutissant et aliénant. Il faut bien le comprendre. Définition, la femme traditionnelle ne travaille pas et donc elle n'a pas d'ambition sur le plan professionnel. Mais je crois que dans l'intérêt des femmes aujourd'hui, elles ont plutôt intérêt à continuer à travailler. Oui, c'est vrai. Parce que les couples ne tiennent plus, parce que les mariages ne tiennent plus et que si le mari se barre, tu vas te retrouver seul, sans travail, sans expérience. Et tu sais à quel point aujourd'hui, dans le milieu des entreprises et de l'emploi, c'est hyper compliqué quand tu n'as pas d'expérience. Après, les femmes sont quand même extrêmement défendues aujourd'hui, mais c'est vrai que de moins en moins d'hommes ne veulent marier des femmes, mais c'est aussi ça. On en revient à la femme un petit peu sexualisée, la bimbo, tout ça. Je crois qu'on en parlera en fin de vidéo, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que la femme un petit peu pétasse, un petit peu celle qui attire un petit peu tous les regards, très maquillée, avec des habits très sexualisés, etc. Il faut bien comprendre que oui, elle attire énormément d'hommes. Et justement, les femmes un petit peu dites normales, elles ont envie de se bimboiser ou de se Kim Kardashianiser, je ne sais même pas comment on peut dire, ou se pétassiser tout simplement, parce qu'elles se disent putain, ces femmes-là, elles ont accès à tous les hommes et moi, les hommes ne me regardent pas. Donc elles ont envie de se pétassiser dans le but d'avoir le regard des hommes, mais il faut bien comprendre que nous, les hommes, on est attirés par la bimbo, mais uniquement un soir. On a envie de tirer la bimbo parce qu'on a envie de la tirer, parce qu'elle nous excite, parce que c'est celle qu'on voit dans les films de Huck, c'est celle qu'on voit dans les séries, c'est toujours les femmes un peu très excitantes et tout. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas des femmes qu'on a envie de marier. Enfin, moi personnellement, la femme un peu pétasse, aux grosses formes, oui, j'ai envie de la tirer, mais c'est pas celle avec qui je vais me marier. C'est pas celle avec qui je vais faire des enfants. C'est pas celle que je vais présenter à mes parents, certainement pas. Je ne présenterai jamais une bimbo à mes parents. Je ne présenterai jamais une bimbo à mes parents. Il faut bien le comprendre. Alors oui, pour le paraître et pour le regard, ça peut être stylé d'avoir au bras une femme, une belle russe avec la bouche refaite, les gros seins. Ok, c'est très bien. Mais c'est la honte en réalité. C'est la honte. Quand tu sais qu'elle a un body count de ouf, qu'elle a énormément de partenaires, quand tu sais que tout le monde la regarde, quand tu sais qu'elle ne vit que dans le paraître, dans le superficiel, dans la sexualisation, dans la sexualisation de l'individu, ça ne donne pas envie. Est-ce que tu as vraiment envie que la mère de tes enfants ressemble à ça? Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux, comme on en reviendra après, mais Greg Toussaint parle du charme naturel, du charme authentique, je suis entièrement d'accord.
C'est ce genre de femmes. Et c'est justement ce genre de femmes ne comprennent pas que en se pétassisant, elles se mettent dans la catégorie des femmes qu'on a envie de tirer un soir. Alors que la femme authentique et naturelle qui ne se pétassise pas, on a envie de la marier. Et justement, aujourd'hui, c'est le problème des réseaux sociaux. C'est comme les réseaux sociaux ne mettent en avant que la femme pétassisée, aux grosses formes, etc. Ça fait croire aux femmes que celle que l'homme a envie de marier ou celle que l'homme avec qui il veut finir sa vie, c'est la pétasse, mais pas du tout. C'est la femme authentique, c'est la femme naturelle. Et aujourd'hui, on en a de moins en moins parce qu'elle se pétassise de plus en plus. Elle se caramélise, elle se pétassise, elle se bimboise. Et c'est vraiment problématique. Alors, on va passer au prochain chapitre. Greg Toussaint avoue se faire lécher le trou de balle. Alors oui, c'est un chapitre totalement délirant, mais la réaction de Papacito est tellement marrante. Regardez bien. Mais si tu le fais, c'est important de savoir pourquoi. Les hommes sur OnlyFans n'achètent pas du porno. Ils achètent la relation. Ah, il a dévié là. Ouais, parce qu'on parlait de la nuit. Non, rimjob. Bon, rimjob, tu le fais. Mais Non, mais explique-toi, tu le fais ou pas? j'ai pratiqué le rim job Alors, mais explique-nous pourquoi tu l'as fait. parce que c'est un délire. Et t'aimes bien? La C'est tête de assez- c'est assez Papacito, c'est trop drôle. D'où c'est la les mecs sont mis en Oui, non, mais attends, la vraie question c'est est-ce que le rimjob, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres? Bah, quand elle a commencé à sortir le truc, non, je rigole, non. Mais non, mais si ton cerveau. Non, mais attends, que j'explique. On se dit tout ou pas? Ouais, bah oui, on est là, on est tous soyons les clairs, trois. parce que On est tous les trois en non, plus, les personne gars, nous écoute. Hein. Dans les commentaires, soyez honnêtes, me laissez pas tout seul. Mais c'est que, il y a une réalité qui est que quand, par la bouche, la fille commence à passer de ton sexe À tes couilles. à tes couilles et puis à ce qui se passe en dessous, pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit. Alors, certains vont dire le point G, certains vont dire la zone une zone extrêmement érogène, etc. Pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, tu commences à avoir des frissons. Ah, ok. Et donc tu te dis, mais d'où viennent ces frissons? Bah, de ton Pas du cul, Saint-Esprit. de ton cul, pas du Saint-Esprit. hein. Je confirme. Mais j'espère que le Saint-Esprit n'est pas là en train de regarder tout ce que je fais. Mais je dis que je me pose la question, d'où viennent ces frissons? Et donc je pose la question à la fille, tiens, d'où viennent ces frissons? Et quand elle me regarde et qu'elle me dit, bah attends, je vais te montrer, je dis, montre-moi, je suis curieux. Ok. Voilà, hétéro. Montre-moi, je suis curieux. Il est effectivement- bicurieux. Et donc effectivement, quand elle fait un truc à ce niveau-là, Ouais. je dis, ah, effectivement, le frisson vient de là. Mais est-ce que maintenant tu le demandes à tes partenaires ou. Ah, je demande jamais rien. Ok. Je fais. Ah, tu fais. Tu prends sa tête et vas-y. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ça Tout à toi? l'heure, j'ai abordé la question des pièces qui ouvrent sur d'autres pièces. Ouais, voilà. Les pièces, tu sais, qui ouvrent sur Ouais, c'est d'autres la porte qui Ah, ouvre pardon, toutes oui, les oui. fenêtres pièces. peut-être. Il y a une pièce, c'est le cul, ça va faire caca. Ouais. Et après, il y a une pièce où tu envisages, je dis pas que tu rentres des trucs dans le cul, mais tu envisages que ça peut passer dans l'autre sens. Ouais, Une changer. langue, quelque chose. Attends. Et après, tu as la pièce d'homosexualité. D'accord, tu as 3 pièces. Bon, quand tu es hétéro, tu as la première pièce. Mais là, quand même, avec ces histoires de. Quoi, quand ça Rimjob. Je connaissais pas le terme, Là, pardon. gros, t'as ouvert la porte. T'es au seuil de la porte du fond, là. C'est toujours le truc aussi quand tu Moi, je suis de découvres, l'avis grec, tout ça. une sexualité, tu testes beaucoup de choses. Et à un moment donné, il y a un point que tu n'avais pas vu. Ouais. Les filles, il n'y a pas quelqu'un qui veut juste le faire à Papacito, juste une fois. Pas du tout, mais juste bouge une de fois. là. Inscrivez-vous en Mais commentaire. bouge de là. Juste pour qu'ils voient. Au moins juste. Mais- Après, mais- après, on en mais- parle. mais- Après, on refait un podcast. Ouais, on en mais discute. donc comment t'as eu l'idée? Via le porno ou. Non, j'étais littéralement, je me rappelle, j'étais au lit, je me faisais faire une Fellation. fellation, et effectivement, je sens la fille descendre et je me dis, putain, il se passe quelque chose. Je ressens quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à la fille, que se passe-t-il, madame? Et elle me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passe. Et effectivement, c'est surprenant au début, Ouais. et tu dis, putain, alors la première fois, t'es toujours un peu gêné, Ouais, et tu dis, putain, c'est gêné. Ah, tu l'as fait plus d'une fois en plus? Ah, c'est une pratique régulière. J'ai testé. Il est où, Greg? En même temps, t'es gêné et tu te dis, putain, c'est quand même. Il est où? Putain, c'est pas mauvais. Donc, effectivement, t'as toutes tes idées les Calice Cash, là. machistes qui reviennent en te disant, mais non, putain, j'espère qu'il n'y a pas un pote qui va rentrer. Mais c'est là où ils ont gagné. Qui a gagné? Mais eux, le mal. Le mal, ouais. Mais non, mais faut pas, on va pas commencer à me faire croire que cette pratique-là a commencé hier. Qu'on ne me fasse pas croire ça, j'y croirais pas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'avant, il y avait un réflexe qu'avaient tous les hommes qui étaient pas homosexuels. C'est quand il y a un truc qui s'approche de ton fiac, tu sais, au rugby, des fois, tu sais, les mecs sur des olives. Ils disent, Arrête, au rugby, j'ai vu des trucs Moi, de je me violence, rappelle, les gars. Alors, moi, j'ai énormément de choses à dire aussi là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, et Greg Toussaint, il y revient après, mais je crois que c'est un peu plus loin, je sais plus où c'est dans la vidéo. Il dit en fait que quand t'es un homme et que tu sais ce que t'es toi, et ben en fait, c'est pas une pratique qui va faire de toi, par exemple, un homo. Et je suis entièrement d'accord. C'est là où je trouve Papacito un peu, pas réac, mais un peu trop à l'ancienne, dans le sens où c'est comme, tu sais, les hommes qui croisent les jambes et qui se disent « Putain, ça se trouve, je suis homo parce que je croise les jambes. » Mais à partir du moment où tu doutes, c'est ça qui est bizarre, c'est à partir du moment où tu doutes. Moi, je sais que je peux croiser les jambes. Tu peux même demain me mettre une perruque et m'habiller en travelot. Je sais que je ne le suis pas en réalité. Je sais que je suis pas… Je sais ce que je suis.
Et c'est là où je pense que c'est là où tu es un vrai homme. Et en fait, c'est là où tu as le plus de confiance en toi. C'est comme les gens qui portent du rose. Moi, il y a quelques années, pour moi, porter du rose, c'était homo. Et aujourd'hui, même quand je fais de la boxe taille, je porte des shorts roses, je porte des t-shirts roses. Ça fait pas de moi un homo. Ça fait pas de moi un homo parce que je sais ce que je suis. Ça me fait penser à la vidéo de Jean-Claude Van Damme, justement, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, où il était en interview et les gens lui disaient un petit peu son côté, tu sais, vous savez, il a un côté très exubérant, très be aware, il a un côté très hilarant, très rocambolesque. Et il disait en interview à la dame, il disait, mais vous savez, moi, toute la journée, JCVD, il peut faire rire tout le monde, il peut faire le mariole, il peut faire le con, tout le monde peut se foutre de lui. À la fin de la journée, quand JCVD il rentre, il enlève le masque, il sait qui il est. Et moi, je me rappelle, cette interview, elle m'a vraiment touché parce que je me suis dit, c'est vrai, on se rend compte que la plupart du temps, on est dans le paraître, on est énormément dans le paraître. On fait rire les potes, des fois on fait certaines choses qui ne nous ressemblent pas, et ce n'est pas ces choses-là qui nous définissent. C'est pas parce que, en fait, il faut arrêter de se définir par une coupe de cheveux, et je dis souvent dans mes vidéos d'ailleurs, hein, je dis arrêtez de vous définir par du paraître. Le paraître ne vous définit pas, enfin en tout cas, ça me fait penser à la phrase de Fight Club, à force de posséder des objets, les objets finissent par te posséder. Il faut bien comprendre que justement, il ne faut pas… vous savez, vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental. C'est très important. Il ne faut pas se définir par… c'est pas parce que tu croises les jambes que tu es homo. Et justement, il ne faut pas penser que parce que tu croises les jambes, putain, peut-être que je suis homo, peut-être que ça me tombe dessus. Mais non, si tu sais que tu aimes les femmes, si tu sais que… Et si jamais tu as envie… Bon, ça, c'est pas ma pratique, hein, si tu veux te faire lécher le trou de balle comme Greg, bon bah voilà. Il ne faut pas culpabiliser et t'empêcher de dormir parce que je me suis fait lécher le trou de balle, ça se trouve, je suis homo, truc, machin, en plus j'ai kiffé. Calme-toi. Justement, c'est ce moment où le fait de douter, ça c'est bizarre. À partir du moment où tu ne doutes pas et tu sais que tu aimes les femmes et que tu sais que ceci et tu sais que cela, et ça faisait ça aussi à énormément de gens de droite. Par exemple, moi en tant que… À l'époque, j'étais très de droite, à l'époque où j'étais un peu zémourien et tout. Et je me rappelle… j'écoutais des penseurs qui, par exemple, citaient Marx ou qui citaient des auteurs de gauche avec lesquels j'étais d'accord. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, je suis un mec de gauche, mais les mecs de gauche, c'est des mecs comme Usul qui sont fragiles. Ça se trouve, je suis un mec de gauche fragile. Au bout d'un moment, c'était vraiment ça. Et je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Déjà, de 1, c'est de la surintellectualisation, de 1. Et de 2, c'est surtout c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui, par exemple, ne prennent pas de glace, ne mangent pas de glace parce que quand tu manges une glace, tu suces la boule ou tu lèches la boule et donc ça fait homo. Il y a des hommes qui s'abstiennent de boire à la paille. Il y a des hommes qui s'abstiennent de croiser les jambes parce que pour eux, ça fait homo et donc ça… Mais vous imaginez à quel point ils vivent dans le paraître? Mais vous pensez vraiment que Marc Aurèle ou Napoléon, ils pensaient ce genre de choses? Vous pensez vraiment que même nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils pensaient ça? Mais les chasseurs-cueilleurs, ils pouvaient croiser les jambes. Je veux dire, après, ils allaient chasser le gibier. Il n'y a pas plus hétéro qu'aller chasser le gibier. Mais pareil, en réalité, chasser le gibier ou même faire des choses très viriles, ça ne fait pas de vous des hommes virils. La preuve avec les rugbyman, après, ils en parlent. Ils disent rugbyman, c'est un milieu très viril, même dans la boxe. Moi, je fais de la boxe, c'est un milieu très viril. Mais combien de fois, en réalité, tu vois des types qui sont très féminins, qui sont très féminisés. Ils en parlent juste après avec le rugby. Il y a des mecs dans le rugby, il y a énormément d'homosexualité dans le rugby. Il y a énormément d'homosexualité dans le rugby. Énormément. Et pareil, moi je prends l'exemple de la boxe thaï. En ce moment, je suis dans un camp de boxe, etc. en Thaïlande. Mais il y a plein de champions de boxe thaï qui sont des ladyboys. Des ladyboys, vous savez ce que c'est, hein, c'est les hommes qui se travestissent en femmes, qui vivent un peu du travail du sexe. Et pourtant, ça ne les empêche pas de mettre 500 middle dans les PAO ou dans le sac. Ça ne les empêche pas de frapper et de cogner, de pouvoir mettre KO des gens, alors que c'est des ladyboys. Et pourtant, en fait, ils ont 1000 fois plus de puissance et de patates qui pourraient les définir comme des hommes virils. Mais en fait, arrêtez de vous définir par ça. Certains vont dire oui, mais ça c'est trop progressiste, c'est trop ceci. Mais le problème, c'est que si on se définit par des actions comme boire à la paille, donc boire à la paille c'est homo, mais en fait, on n'en finit plus, les gars. On n'en finit plus. Et au final, on n'avancera jamais dans la cause. On n'avancera jamais. Si vous vous définissez par vos cheveux, vos vêtements, au bout d'un moment, c'est les objets qui finissent par vous posséder. C'est vrai. Si une paille, ça te définit comme homo, si un t-shirt rose, ça te définit comme homo, si une coupe de cheveux, les cheveux longs, ça te définit comme homo, mais au final, tu t'en sors plus. Et en fait, vous vivrez à travers le regard des gens, vous vivrez à travers les objets, vous vivrez à travers le matérialisme. Et au final, vous vous rendrez compte qu'une fois que vous vous rapprochez de la mort, en fait, vous n'aurez pas vécu. Vous n'aurez pas vécu, les mecs. Vous vous serez peut-être empêché de faire certaines choses qui peut-être vous affranchiront d'un état, qui vous affranchiront d'une… Et vous n'aurez pas vécu. Vous n'aurez pas vécu. Il y a un réflexe qui est très très simple.
C'est quand il y a un truc. C'est là où je suis pas d'accord avec Papacito. Pour qu'il y ait rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand il y a un truc qui approche ton cul, tu hop, hop, tu sais, tu fermes la porte. Et là, le problème, c'est que c'est la porte d'entrée vers la suite. Une fois que tu as accepté ça, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va accepter après? Tu sais ce que je veux dire? Parce que la meuf, elle t'a surpris. Elle te surprendra quoi la prochaine fois? Elle va débouler dans la ceinture avec un gars de ceinture comme ça. Non, par contre, pas aussi être main à doigt en même temps qu'être dessus. C'est les limites aussi. Mais là, t'as déjà essayé ou pas? Moi, je suis pas d'accord. C'est là où tu fixes les limites. C'est comme quand tu te revendiques de droite. Tu peux commencer à avoir quelques idées de droite parce que tu trouves que l'immigration, c'est peut-être trop. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es contre l'immigration, au bout de 6 mois, tu vas devenir un suprémaciste blanc. Là, si on en croit Papacito, c'est un peu ça. Ça veut dire que parce que ou même c'est parce que tu commences à avoir quelques idées de gauche parce que tu penses que le social c'est important, mais que tu es quand même contre l'immigration, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, tu vas devenir un marxiste, communiste, léniniste, avec des t-shirts de communistes à faire oui, allez, la répartition des richesses. Pas du tout. Moi, je me définis comme ni gauche ni droite. Je suis contre l'immigration, mais par contre, je pense qu'effectivement, par exemple, le salariat, c'est pas le salariat capitaliste dans lequel on vit avec le mode ultralibéral, c'est pas le meilleur régime dans lequel on peut vivre. Et je pense qu'il y a des idées de gauche qui sont bonnes, tout comme il y a certaines idées de droite qui sont bonnes. Et c'est pas pour autant que je suis un gauchiste usulien ou que je suis un droitard neuneux à la Baptiste Marché. Pas du tout. Et c'est là où je trouve que c'est d'ailleurs le problème de Papacito. Papacito, il est drôle. Papacito, il a fait du bien pendant un moment dans la dissidence, dans la droite, etc. Mais c'est pour ça que Papacito, il ne fait pas de la politique. Parce que Papacito, il généralise trop, dans le mauvais sens du terme. Être politicien, c'est aussi généraliser, c'est prendre en compte la vie entière du peuple, mais il faut pas généraliser dans un seul sens, dans le but de se sectariser. Il ne faut pas se recroqueviller sur la droite ou sur son camp à soi. Il faut aussi inclure les autres. Il faut comprendre les peines des autres, il faut comprendre les démarches des autres. C'est justement en comprenant l'individu qu'on peut mieux, justement, je pense, le battre avec la science du verbe, avec l'arme verbale, avec le sens dialectique et rhétorique du terme. C'est très important. Il ne faut pas hésiter à parler à des gens de gauche. Parlez à des gens de gauche. Si vous êtes de droite, parlez à des gens de gauche. Si vous êtes de gauche, parlez à des gens de droite. C'est pour ça aujourd'hui que la France, elle est très désunie. Aujourd'hui, elle est très fragmentée. Parce que les gens de gauche ne veulent plus parler aux gens de droite, les gens de droite ne veulent plus parler aux gens de gauche, les hétéros ne veulent plus parler aux homos, les homos ne veulent plus parler aux hétéros, parce que chacun se recroqueville sur sa communauté, sur sa tribu, sur sa pensée, sur son idéologie, et plus personne n'ose aller vers l'autre. Et c'est ce que je fais avec mes vidéos, moi je vous pousse à aller vers l'autre. J'essaye d'aller justement vers des bords que je ne connais pas forcément, vers des idées que je ne vais pas vers forcément. Et justement, je m'enrichis comme ça, j'apprends des choses, je ne suis pas obligé de prendre le tout, mais c'est très important. Ouais, non. Mais je te pose la question. Mec, Désolé, c'est un peu inquisition. Ça dépend Mais quel elle doigt, te lèche d'ailleurs. le fiac. Et tout d'un coup, elle rentre un doigt dedans, Ouais. tu vois, c'est l'étape d'après. Même le petit doigt, pas le placement Non, plus haut. c'est à ouais. toi de Une poser phalange. tes limites, je Et là, pense. qu'est-ce que tu fais? Putain, tu doutes. Mais faut Non, pas douter, la réponse, putain, elle doit c'est être compliqué. directe. Mais non, mais les gars, attendez. Non, mais Excellent, donc, vas-y, alors, non, mais Non, mais la question que je pose, c'est la porte à quoi? La porte à quoi? À l'homosexualité, Mais au non, mal. mais non, parce que là, Je dis pas que le mal, c'est non, l'homosexualité, non, non, attention. mais là, il y a- quand même un peu. Hein. Mais là, il y a une question. Non, non. Mais là, il y a purement une question Là, il va en parler, d'attirance. je crois. Là, ça va C'est ça. cliver, je l'entends. Insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Mais il y a purement une question d'attirance aussi. Est-ce que oui ou non, t'es intrinsèquement attiré par les mecs? Est-ce que oui ou non, il y a des mecs qui seraient. Je pense que C'est ça ça, arrive, mais je pense pas que exactement. ce soit majoritaire. Des mecs qui se réveillent à 50 ans et qui se disent tiens, Moi, j'aurais tué une bite. ou tiens, j'ai envie d'essayer les hommes. Je pense que c'est des cas extrêmement rares. Mais pour te parler de ça, Oui. typiquement le rim job et tout ce qui se passe autour de la zone anale, franchement, Ouais. je sais pas pour toi, Rob, mais la plupart des mecs que je côtoie, quand on est en privé et qu'on en parle et qu'on n'est pas sur YouTube en train de déballer notre vie privée, on est très libre à se dire, effectivement, ça veut dire. Là, récemment, j'étais avec une fille, on fait nos trucs ensemble, etc. Et elle me disait, tiens, moi j'étais avec un mec de banlieue il y a 2-3 semaines, j'étais avec un mec de banlieue, et son kiff à lui, c'était de se mettre à quatre pattes et de gémir comme une meuf pendant que je lui mettais des doigts dans le cul. Et Ouais, ça, si tu c'est- veux, non, si tu ça, veux. c'est voilà, ça, Moi, c'est je la la limite regarde, qu'il faut pas franchir. je ressens pas le choc tout de suite, tu vois, je me dis, ok, le mec il a ce délire là. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont. C'est là où la vidéo elle est bien, mais ça rentre pas suffisamment dans l'analyse, dans le sens où quand tu as écouté Francis Cousin, quand tu as écouté Alain Soral, l'Observateur, Zemmour, pareil, tout ça, une fois que tu retombes sur cette vidéo, c'est marrant hein, ce qu'ils disent, mais ils rentrent pas suffisamment dans l'analyse. Par exemple, sur l'homosexualité, ils n'ont pas abordé le fait que l'homosexualité, avant tout, il faut comprendre que c'est une forme de narcissisme, dans le sens où un homme qui va vers un autre homme, c'est un homme qui va vers le même sexe que lui, donc il n'ose pas franchir l'inconnu. Moi, j'ai fait un peu de drague de rue, il n'y a pas plus terrifiant que d'aller vers une femme que vous trouvez attirante. Vous avez peur qu'elle vous rejette, vous avez peur qu'elle vous méprise, vous avez peur qu'elle se moque de vous, qu'elle vous humilie, alors qu'en fait, en réalité, au pire des cas, elle va te dire non. Tu vas aller vers elle, salut, excuse-moi, non, ok. Ça fait du mal à l'ego, ça fait du mal à… Oui, mais c'est comme ça
que tu avances. Et justement, c'est cette peur-là d'aller vers la femme qu'il faut braver. Et c'est pour moi la véritable définition du courage, c'est de braver sa peur. Toutes les peurs que vous avez, il faut les braver. Il faut les dépasser. Et c'est ça la définition de l'homme courageux. Et c'est pour ça que les homosexuels ne sont pas définis comme courageux parce qu'ils ont la peur de la femme. Donc au lieu d'aller vers la femme, ils vont se recroqueviller vers les hommes. Certains ont peur des femmes ou certains, même physiquement, biologiquement, n'arrivent pas avec les femmes. Ils ont peur, ils n'arrivent pas à être durs, vous m'avez compris. Ils n'arrivent pas physiquement à le faire, ils n'ont aucun désir envers les femmes. Et des fois, ça relie souvent à une peur. Vous savez, c'est un peu ce côté-là du garçon qui est toujours très couvert avec sa mère, très couvé par sa mère. Et une fois qu'il doit rencontrer le monde de l'adulte, le monde sans sa maman, c'est vrai, c'est compliqué en réalité. Quand on fait nos premières expériences tout seul, sans papa-maman, c'est là où ça commence à être compliqué. Et en réalité, c'est pour ça que souvent on relie l'homosexualité à l'homme et sa relation avec sa mère, parce que la mère qui couvre trop l'enfant, au bout d'un moment, quand il se retrouve à devoir découvrir le monde tout seul, sans sa maman, il n'ose pas, il n'y arrive pas. Donc il se retrouve à aller dans le bras des hommes, dans les bras des hommes. Au lieu d'aller… Parce qu'en fait, la femme, le problème c'est que l'homme, quand il croit qu'en allant vers la femme, il va retrouver la mère, la différence, elle est monstrueuse. La mère, elle te dit d'être un gentil garçon. La mère, elle te dit d'être un homme de bien, un homme bon, un homme gentil, accueillant, etc., d'être le good boy. Alors que la femme de 18-20 ans, qui est quasiment impossible à avoir en réalité, la femme fatale, la femme coquette, la femme charmante, elle veut tout sauf ça. Elle veut un bad boy. Elle veut… D'ailleurs, la plupart des femmes de 20 ans kiffent les mecs de 35-40 ans qui commencent à avoir du statut social, qui commencent à avoir du fric, qui sont sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils veulent. Quand tu as 20 ans, tu sais pas ce que tu veux. Quand tu as 20 ans, tu n'as pas de fric, tu n'as pas de statut, tu es moche, tu viens de passer par l'adolescence, tu te construis, tu es détruit par plusieurs époques, par l'adolescence, par le monde du travail, tu découvres la vie, ta première indépendance. Tu es tout sauf justement ce que veut une femme de 20 ans. Donc forcément, quand tu vas vers une femme de 20 ans, c'est tout l'inverse de la mère qui t'accueille, qui bras ouverts, qui te prend contre son sein. C'est tout l'inverse. La femme, elle veut un homme dur. Elle veut un homme dur en haut et en bas, comme l'a dit Soral. Elle veut un homme qui est prêt à défendre le foyer, qui est prêt à défendre la femme, qui est prêt à subvenir aux besoins de la femme, de l'enfant, du foyer. Elle veut tout ça. Et la femme de 20 ans, elle le trouve dans l'homme de 40 ans. Alors que l'homme de 20 ans, justement, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de… C'est là où il a besoin de la femme de 20 ans. Et finalement, il se retrouve à devoir souffrir pendant 10-15 ans, à se tuer au travail, à se tuer, à essayer d'acquérir un statut social, un physique, à s'entretenir, etc., pour à 35-40 ans pouvoir jouir justement de la femme de 20 ans, de la femme de 25 ans et avec laquelle il va pouvoir fonder un foyer. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des hommes ont toujours des femmes plus jeunes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont 10-15 ans d'écart, peut-être que des fois ils n'ont que 2-3 ans d'écart, mais c'est suffisant, ça plaît à la femme. La femme est toujours, en majorité, se voit toujours attirée par des hommes plus vieux. Parce qu'il y a un côté plus attirant, plus confiant, ou même des fois certaines femmes sont attirées par des hommes plus jeunes, mais parce que cet homme plus jeune est plus mature que certains. C'est l'homme mature qui va gagner. Donc bref, je ne sais plus où j'en étais. Oui, je parlais de l'homosexualité, de la forme de narcissisme et d'égoïsme que représente l'homosexualité. Et par-delà là, il y a même aussi la question d'identité. Aujourd'hui, les homos, ou même les LGBT de manière générale, se voient dans une identité. Et ils se définissent par cette identité. Et c'est là où justement le capital en est très content parce qu'en se définissant asexuel, en se définissant bisexuel, en se définissant un jour congolais, hétéro, puis le lendemain tu es suédois, homo, et puis un jour tu préfères être en trouble, etc. Ça plaît au capital parce que tu consommes, tu consumes, tu ne crées pas justement une sexualité propre à toi-même qui voue à construire une sexualité reproductive. Ben non. À la place de ça, ils vont vers des sexualités dites récréatives. L'homosexualité, on a beau dire, c'est très récréatif. Ça ne permet pas… Je suis désolé, hein, vous avez beau jouir de toutes vos forces, ce qui sortira de votre cul n'ira pas à la maternelle. Je suis désolé du terme, hein, désolé de la violence du terme, mais c'est vrai. C'est une sexualité récréative, contre-productive, mais bien qu'elle est utile, comme le dit Delavier, à la survie de l'espèce parce que dans des périodes de surpopulation, l'homosexualité, elle sert. J'en avais parlé dans une vidéo justement et c'est Zemmour qui avait repris ce terme-là et pour le coup Zemmour ne dit pas que des conneries. Il disait qu'à une époque, notamment dans les périodes religieuses, à une époque de surpopulation, l'homosexualité était acceptée dans le but justement de freiner cette surpopulation qui pouvait mener à des tensions, à des guerres civiles, à des pénuries, à des famines parce qu'au bout d'un moment, on est limité en ressources, donc on ne peut plus subvenir aux besoins d'une population. Donc il faut de l'homosexualité pour éviter d'avoir un taux de natalité trop élevé
Et à l'inverse, dans les périodes de sous-population, justement liées à une exhibition et à justement trop d'homosexualité ou trop de sexualité récréative, et ben la bisexualité était encouragée ou l'homosexualité était répréhendée, justement, excusez-moi, était répréhendée, punie, etc. Parce que justement, le taux de natalité était trop en baisse, donc justement, il l'a réautorisé, enfin, il l'a repénalisé par la peine de mort, par des punitions, ne serait-ce que dans les religions où ils interdisaient certains actes sexuels, dans le but justement de plus procréer parce qu'il y avait plus suffisamment de personnes, donc il y avait plus suffisamment de gens qui participaient à l'économie, qui participaient à l'agriculture et justement pour le bien-être de l'espèce. Et on se rend compte que la nature est vraiment bien faite. Et l'homosexualité, je suis désolé Papacito, l'homosexualité est naturelle, il y en a toujours eu. Même dans les époques où toi, tu valorises beaucoup la période de l'homme fort et l'homme viril, mais vous prenez l'époque des hommes grecs, des hommes romains, avec les grands philosophes qui allaient à la guerre et qui écrivaient des livres, qui balançaient des grandes maximes très inspirantes, mais il y avait aussi énormément de bisexualité chez ces hommes-là. Moi, mon père m'a parlé d'un poème justement de l'époque romaine. Il m'a dit, il y a des poèmes, ils parlent vraiment mais de sodomie, mais très ouvertement. Alors que c'est justement une époque où on se dit c'est des hommes très virils, qui vont à la guerre. Et ben en fait, les mecs, c'était la débandade, c'était la déliquescence totale. C'était la déliquescence totale. Bon, allez, on va avancer parce que je vois que la vidéo tourne. Je suis désolé les amis, j'espère que vous êtes en voiture ou je sais pas, ou que vous faites quelque chose en même temps et que vous m'écoutez parce que sinon ça peut paraître un petit peu long, je suis désolé. On va passer de toute façon au dernier chapitre à 1h05. C'est sur la déliquescence et le fantasme imagé. Je voulais en parler. C'est parti. Madrina des années 2, ça. Quel bâtard. Allez, passe, je vais me prendre un café maintenant. Mais non, mais qu'est-ce que je pense? C'est qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'il y a un effondrement du goût, d'accord? T'as des crocs, ça passe. Ouais, j'adore. Trop bien. Il y a un effondrement du goût global qui fait que, en fait, on n'a plus de standards. Mais tu sais, on en a parlé, ça, des standards par rapport au boulot que je veux faire, par rapport à la manière dont je veux qu'on me traite, par rapport à la femme que je veux, ce que j'attends d'une femme, par rapport à moi-même, ce que je me demande à moi-même. Est-ce que je me laisse... en général. Ouais, c'est ça, tu vois. Est-ce que je me laisse devenir une merde ou est-ce que j'ai des standards, tu vois? Comment je m'alimente et tout bon. Et si tu veux, dans l'effondrement global des standards, en fait, ben, les femmes aussi se sont effondrées, tout comme les hommes, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, on n'a plus de goût. C'est comme les mecs, par exemple, qui n'ont pas la culture du vin, qui font pas la diff entre... Tu vois, le mec qui va lui servir du vin, il va mettre de la limonade dedans pour ajouter un peu de sucre, tu vois. Il n'a pas compris qu'il y a tout un art, tu le tournes dans le verre, tu le goûtes, il y a tout un truc. Il y a le cépage. Il y a la question du cépage, tout ça. Enfin, voilà. Une femme, avant, quand tu fantasmais une femme, tu fantasmais ce qu'elle représentait. Tu vois, l'actrice, c'était un corps, c'était un visage, c'était une expression, une manière de fumer. Un rôle. C'était un rôle qui avait été marquant. C'était un rôle, justement, une manière de gérer parce qu'il y a des acteurs qui étaient des parangons de virilité, tu vois. Et comment elles interagissaient avec ça, et c'était magique, tu vois. Tu voyais des femmes qui étaient comment ça s'appelle, des félins, tu vois, et qui avaient beaucoup de classe, hein, et qui interagissaient dans des films où il y avait des dialogues avec du vocabulaire, avec des hommes qui avaient la classe. Rock Hudson qui était homosexuel d'ailleurs. Ouais, absolument. Rock Hudson, super acteur que j'aime beaucoup, dans Géant. Bon, c'est le Tchad absolu, tu vois, il a un portrait comme ça. Il a des pecs comme ça, il est magnifique, il a des épaules, il est taillé en V, et il est avec... Non, mais justement, tu kiffes le mec parce qu'il est viril, il a du poitrail, etc. Mais c'était un homo dans la vie privée, tu vois. Ce qui prouve qu'il a joué le rôle du mec viril, hétéro, qu'on nous a vendu pendant des années. Mais en fait, il était homo dans le privé, tout comme Delon. Vous savez, il y a... maintenant, c'est très connu. Alain Delon, même si de paraître, c'était vraiment l'homme alpha qui fait mouiller toutes les femmes, très dur, très un peu homophobe et tout, dans le privé, il est connu que Delon était un bisexuel très efféminé. Regardez la vidéo de Soral sur Delon, où il parle justement, parce que lui, il a été un peu dans le monde du cinéma. Au début, Soral, avant d'être dans ce qu'on appelait le polémico-littéraire, avec ses livres polémistes, etc., il a fait un petit peu de cinéma et il a fréquenté Delon de près. Il a fréquenté le monde du cinéma qui parlait sur Delon. Delon était reconnu dans le privé comme quelqu'un de très efféminé, de bisexuel. Ça ne veut rien dire. C'est la société de l'apparence. C'est là pareil où je ne suis pas d'accord avec Papacito. Je vais le laisser parler, mais c'est pareil. On se rend compte que les gros bras, les tatouages, un peu ce qu'est Papacito, tu sais, le vrai mec, tout ça, ça plaît aux gens de 15, 20 ans qui se voient en quelqu'un de par le physique, de par le paraître, de par ce que nous vend le capital, de par ce que nous vend ce que j'appelle le fantasme imagé. Mais derrière, qu'est-ce que tu es toi vraiment? Est-ce que tu coïncides? Est-ce que tu corrobores entre tes paroles et tes actes? Est-ce que toi, tu es vraiment ce que tu représentes, ce que tu vends? On voit qu'avec l'acteur dont il parle, ce n'était pas le cas. Et c'est le cas de plein de gens.
L'acteur du parrain, j'ai perdu le nom de l'acteur du parrain, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a joué dans plein de films, super intéressant en plus. Il y a des films où il a des énormes bras, etc. Pareil, ce type-là, alors il n'était pas homo, enfin je ne crois pas, mais regardez-le à la fin de sa vie. Il ne représente plus du tout la classe qu'il avait dans le parrain. Plus du tout. À la fin, il était complètement en obésité morbide, il avait du mal à marcher, il fumait, il buvait, il était… voilà, je veux dire, tout ça c'est de l'image, c'est de l'image. N'oubliez pas, c'est l'image qu'on nous vend. Moi, ça se trouve, je vous vends une image, je fais ce que je veux. Demain, si je veux faire croire que ceci, que cela, je fais ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de vendre une image. Et on peut se permettre de ne plus être. Et justement, moi, je combats tout ça. J'essaye d'être au plus profond de moi-même. Elizabeth Taylor, Ok. tu vois, Elizabeth Taylor. Et en fait, il y a une espèce de jeu comme ça, de séduction, et ils ont la classe. Tu vois, lui, c'est le père de famille texan qui a la ferme sur les épaules. Elle, c'est un peu la manipulatrice qui va devenir mère, et il faut qu'elle se fasse un chemin à travers ces hommes qui sont très têtus. Ils chient la classe, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de traîner avec eux, en fait. Lui, il est en costume, elle a une taille de guêpe comme ça, parce qu'avant, les femmes aussi mangeaient différemment. Elles avaient des physiques, nos grands-mères étaient mieux foutues, contrairement à ce qu'on pense, quand elles étaient jeunes, avec l'alimentation qu'elles avaient, le boulot physique, elles étaient mieux foutues que les meufs de leur âge maintenant. Hein. Ouais. Elles avaient des physiques de C'était taré. très- Rempli de cellulite. Ben, c'était que des c'est trucs, ça. elles bouffaient bio. Ouais. Elles avaient des tailles comme ça parce qu'elles travaillaient physiquement, elles étaient magnifiques à 20 balais. Et si tu veux, avant, on avait envie de femmes comme ça. Donc, ça hissait la société vers le haut. Tu sais, les femmes voulaient ressembler à Elizabeth Taylor. Ouais. Donc, elles se parfumaient, elles s'habillaient bien. Ouais, Les c'est hommes, vrai. ils se disaient, je peux pas aller voir une femme habillée comme un clodo. Faut que je ressemble un peu à Ross Hudson. Chemise, monte de Chemise, veste. Ouais. statue. En fait, ils se donnaient du respect mutuel. Et du coup, le standard, il était comme ça. Donc, il y a des trucs, quand t'es bien habillé, tu peux pas les faire. Une meuf peut pas twerker si c'est Elizabeth Taylor. Un homme peut pas faire wesh Oui, c'est en vrai. étant complètement avachi si En fait, je suis d'accord dans le sens où, au-delà de ça, après, faut pas être faut pas surjouer, faut pas être non plus méprisant, condescendant ou jouer un rôle. Non, pas du tout. Par contre, effectivement, là où c'est intéressant, c'est aujourd'hui, il y a vraiment une déliquescence et une décadence dans la prestance, dans l'attitude qui se voit, ne serait-ce que dans le langage, avec l'affrication du langage, avec les wesh tout le temps, les gens qui disent wesh, les gens qui disent quartier ou qui prononcent trop les R. Et moi-même, ça m'arrive d'avoir des tics de langage parce que nous sommes ce que l'on consomme. Quand on consomme de la merde, on devient une merde. Quand on consomme des choses bonnes et bien, on devient un homme bon et bien. C'est vrai, en réalité, c'est vrai. Quand vous vous mettez à lire, quand vous vous mettez à faire du sport, quand vous vous mettez à fréquenter des gens bons, des gens bien, eh ben, vous devenez une meilleure version de vous-même. C'est réel. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, j'avais fait un micro-trottoir où j'avais interviewé des femmes et les femmes m'ont dit ce qui m'attire chez un homme, c'est pas nécessairement le physique, c'est la prestance qu'il a, c'est l'attitude qu'il a. Et c'est vrai que quand tu prends soin de toi, quand tu as une bonne éloquence, quand tu as une bonne culture, que tu as des sujets de discussion, quand tu es un homme passionné, passionnant, quand tu ne te laisses pas avoir par justement ce fantasme imagé, que tu es sûr de toi, et ben franchement, ça fait kiffer les meufs. Ça fait kiffer les meufs. Ça ne fera pas kiffer toutes les meufs, peut-être pas, mais il n'y a rien de mieux qu'être avec une femme et d'être soi-même. Et quand en plus tu as travaillé ta prestance, tu as travaillé ton attitude sans aller dans justement l'extrémisme que dit Papacito dans surjouer la virilité, surjouer l'hétéro, surjouer ceci, surjouer cela. Quand tu arrives à être toi-même avec les gens qui t'entourent, même avec des inconnus, et qu'en plus de ça, tu ne te sens pas dévalorisé, tu ne te sens pas une version faussée de toi-même, et bah, en fait, tu te sens bien. Tu te sens bien, tu es toi-même. Et c'est là où ça marche avec les meufs d'ailleurs. Hein. Ça marche vraiment bien avec les meufs quand tu es toi-même. Et c'est là où sur la drague, j'étais pas trop d'accord avec Soral, où Soral il disait que pour draguer, il fallait jouer un rôle. Mais bon, déjà la drague, c'était dans le but de… Enfin, lui, dans le sens de la drague qu'il l'appelle, c'était de la drague uniquement pour baiser, c'était pas pour durer. Et c'est vrai que draguer pour trouver une femme, dans le sens pour avoir des enfants et tout, c'est quand même compliqué aussi. C'est rarement dans la rue, enfin, il faut un contexte en général, c'est de la drague contextuelle. Mais lui, il disait à un moment que la drague de rue ne marchait plus parce qu'il jouait un certain rôle qui ne marchait pas. Et il a dit à un moment dans une vidéo, il dit « J'ai joué le rôle du crétin qui est prêt à sortir la carte bleue et ça marchait mieux avec les femmes. » Mais pareil, si tu joues un rôle, la femme elle va tomber amoureuse de toi ou elle va kiffer une image que tu lui donnes, mais c'est une image faussée. Et au bout de 2-3 mois, comme on dit, hein, chasse le naturel, il revient au galop. Quand le naturel revient, bah, au bout d'un moment, la meuf, elle va peut-être plus vraiment te kiffer parce qu'elle est tombée amoureuse ou elle a kiffé une version que tu lui as donnée, mais ce n'était pas vraiment la version que tu es de toi-même. Donc, quand tu redeviens toi-même, elle va te trouver inintéressante, peut-être qu'elle ne va pas aimer qui tu es. Donc, elle va se lasser de toi et elle va te quitter. Et ça arrive à énormément de personnes. Ils se rendent compte que sur les réseaux sociaux, ils disent « Ouais, je fais 1m90, je suis beau gosse, je suis ceci, je suis cela, je suis riche, nanana. » Et quand ils rencontrent la meuf en vrai, la meuf, elle se rend compte que c'est pas du tout le même. Ou alors si, ça va marcher, mais comme je vous l'ai dit, 2-3 mois maximum. Mais au bout d'un moment, tu peux plus chasser le naturel. Le naturel revient au galop, donc forcément, la meuf, elle te kiffe pas. Et les mecs, ils se plaignent après, pourquoi ma gueule pas? Mais parce que t'étais pas toi-même.
n'étais pas toi-même. Arrête de jouer un rôle. Alors tu peux jouer un certain rôle, oui effectivement, la première impression elle est toujours très importante, donc il faut être toujours… mais sois-le en fait dans ton quotidien. Si tu veux être un homme classe dans les premiers abords, mais sois-le dans ta vie de tous les jours. Voilà, ne dis pas wesh, ne sois pas dans la décadence, mets-toi à lire, instruis-toi, sois cultivé, sois l'homme que tu as envie d'être. Si tu as envie d'avoir la femme de ta vie, sois l'homme de ses rêves. C'est une phrase, franchement, elle est essentielle. Hein. Moi, je me la suis toujours répétée. Si tu veux la femme de ta vie, sois l'homme de ses rêves. Sois l'homme que tu as envie d'être. Il y a forcément, on a toujours des modèles masculins, des modèles ceci, des modèles cela. Eh bien, soyez-le. Si tu as envie d'être un homme honnête, droit et bon, comme, je sais pas, comme le Christ ou comme certaines personnes qui t'inspirent, sois-le, deviens-le. Mais ne le sois pas juste dans l'instant T. Ne le sois pas quelques secondes pour impressionner une femme. Sois-le tout le temps. Et au bout d'un moment, vous savez, il y a une phrase, c'est fake it until you make it. C'est fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si tu as envie d'être beau gosse, musclé, etc., ne le sois pas un instant. Fais pas des abdos juste 3 mois avant l'été pour que l'été, tu aies les abdos et l'hiver, tu les aies plus. Fais des abdos tous les jours jusqu'à la fin de ta vie pour que tu les aies tout le temps. C'est simple, c'est très simple. Mais ça demande une discipline, ça demande d'être courageux, ça demande de braver la peur, ça demande de s'instaurer une certaine discipline, ça demande d'avoir une certaine hygiène de vie. Et certaines personnes ne sont pas prêtes à ça. Certaines personnes ne sont pas prêtes à ça. En costume et que c'est Rock Hudson, tu vois. Donc, si tu veux, les standards étaient tellement hauts qu'il n'y avait pas de laisser-aller. Et l'Occident est rentré dans un laisser-aller. Et aujourd'hui, les femmes elles ont de moins en moins de valeur parce qu'elles ont moins en moins de standards. Et c'est pareil pour les hommes. Donc, si tu veux, il y a un effondrement de ça. Et ces femmes-là, en fait, t'as plein. Oui, pour le côté sexuel, mais une fois que c'est passé, tu vois, qu'est-ce qui reste? Parce que excuse-moi, je suis un peu long, mais l'Elizabeth Taylor, la Raquel Walsh, la Violetta McGee, tout ça, une fois que tu avais fini d'éjaculer, putain, t'étais avec une femme. T'as envie de l'amener au resto. C'est ça. Tu vas écouter ce qu'elle a à dire pendant le repas. Bon, jusqu'à un certain point. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des interactions, ça va être la classe, il y a un côté représentation du couple et tout, c'est stylé, tu vois. Alors pour finir, on va finir sur ça justement, où il parle de la femme justement qui est intéressante, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, là, dans ce que nous dit Papacito, ça ne marche pas aujourd'hui chez la prolétaire faussement émancipée. La femme qui va travailler de 8h à 17h en tant que caissière, qui va revenir, qui va être crevée de son boulot, qui va devoir s'occuper des gosses, etc. Ou même ne serait-ce que la femme traditionnelle. Nous faire croire que la femme traditionnelle d'époque qui s'occupait que des enfants, qu'elle est intéressante, qu'elle avait des choses à dire, etc. C'est faux. Si tu veux une femme intéressante, excuse-moi Papacito, il te faut une bourgeoise. La bourgeoise, elle est intéressante parce qu'elle a le temps d'aller au salon de thé, elle a le temps de prendre soin de soi, elle a le temps de fréquenter des gens de haute valeur ou des gens intelligents, intellectuels, elle a le temps d'aller à la librairie, elle a le temps de faire des études, elle a le temps de peut-être faire des occupations qui la transcendent, elle a le temps de faire du yoga, elle a le temps d'avoir une vie. Et une femme qui a une vie, c'est une bourgeoise, dans le sens où elle a la bonne qui fait le ménage, elle a la nounou qui s'occupe des enfants. Elle a un mari suffisamment riche, donc effectivement à un certain stade arrivé, on peut appeler ça un bourgeois, même si la définition de bourgeois, elle est plus parasitaire, mais vous avez compris, un homme qui a de l'argent, etc., elle peut se permettre, oui, d'être intéressante et d'avoir des choses à raconter à son homme, parce qu'elle a une vie. Une femme aujourd'hui qui s'occupe de ses enfants toute la journée, qui fait le jardin, qui fait la maison, qui fait la bouffe, qu'est-ce qu'elle a à la raconter à la fin de la journée? Ah bah cet après-midi, j'ai regardé TPMP. Ah bah je me suis occupé des enfants, ils ont fait caca, ils ont fait pipi. Je suis désolé, hein. Encore une fois, je vais peut-être me faire critiquer dans les commentaires, mais elle n'a pas grand-chose à raconter. Elle va vous raconter quoi? Ce qu'elle a lu dans Revue Magazine? Mais c'est pas très intéressant aujourd'hui. Et moi, je me rends compte que les femmes avec qui j'ai flirté sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, les plus intéressantes, c'était les bourgeoises. Enfin, en tout cas, les bourgeoises, encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle bourgeoise, mais c'était les femmes qui faisaient de hautes études, c'était les femmes qui avaient des boulots suffisamment intéressants, c'était des femmes qui prenaient du temps pour prendre soin d'elles, etc. C'était pas des femmes qui passent leur temps à regarder Netflix, comme le font la plupart des prolos ou du lumpen prolétariat. C'est pas les femmes qui passent leur temps à écouter du rap, à regarder Netflix, à parler que d'elles. Non, les femmes qui parlent pas que d'elles et qui ont autre chose. En général, c'est des femmes un petit peu qui s'intéressent à d'autres choses, qui sont cultivées, qui ont ce qu'on appelle une certaine culture bourgeoise. Les bourgeoises, il n'y a pas plus cultivé que les bourgeoises. Il n'y a pas plus intellectuel que les bourgeoises. Ou alors, il faut une prolo, un petit peu comme moi, un prolo qui s'est émancipé. Dans le sens où je me suis forcé. Je suis un peu sorti de ma condition, dans le sens où je me suis forcé à lire alors que je n'étais pas prédestiné à lire. Et encore, parce que moi, j'ai de la chance encore une fois, j'ai eu des grands-parents, des parents et des frères et sœurs qui m'ont poussé à ça, qui ont une certaine culture cinématographique, une certaine culture littéraire, qui m'a poussé à aller vers la lecture, à aller vers une certaine culture cinématographique, à m'ouvrir à des choses.
Et j'ai encore énormément de chance et je le remercie. Suis-je un bourgeois? Je ne pense pas, clairement pas. Au niveau des revenus, au niveau du train de vie, de l'hygiène de vie, je ne pense pas. En tout cas, fut une époque, je ne le pense pas du tout. Mais effectivement, ce que nous dit Papacito, une femme intéressante, une fois après l'avoir baisée, c'est une femme bourgeoise. Parce qu'elle aura des choses à vous raconter. Bref, je ne vais pas me rallonger, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais voilà, vous m'avez compris. Et je suis désolé, aujourd'hui, la prolo ne remplit pas ces critères-là, ne remplit pas cette case-là. Donc aujourd'hui, c'est très difficile. Comme ils le disent en fin de vidéo, en conclusion, au final, un homme, il veut une femme simple, une femme qui a un charme authentique, une femme qui ne se la raconte pas, une femme qui n'a pas énormément de partenaires, mais suffisamment pour avoir un petit peu d'expérience et peut-être pas ne pas regretter de ne pas avoir eu suffisamment de partenaires, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Mais le body count, j'en ai déjà parlé, on en parlera dans une autre vidéo. Et de l'autre côté, une femme, elle veut un homme qui assure, elle veut un homme qui a confiance en lui, qui est sûr de ce qu'il veut et surtout qui ne va pas la piéger, qui ne va pas lui dire « je t'aime, mon amour, nanana ». Et puis au final, une fois qu'il l'a baisé, il se casse. Ben non, elles ne veulent plus de ça, les femmes. Elles ne veulent plus de ça. Donc au final, on se rend compte que chacun joue un rôle, chacun est dans le paraître, chacun vend une image qui n'est pas vraiment une image de lui-même, mais qui est une image que nous vend le capital. Et on se rend compte qu'on n'est jamais autant malheureux que dans cette ère-là. L'ère où on a un accès aux femmes, un accès aux hommes, un accès aux hommes de différentes classes sociales, un accès aux femmes de différentes classes sociales. Et au final, on ne trouve toujours pas la perle rare, on ne trouve toujours pas le bonheur et la jouissance dans les relations. Donc ça témoigne aussi du fait que plus on en a, plus on a accès à un marché différent et éclectique et polyvalent, et bah plus en fait, plus on a le choix, bah moins on a d'offres. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Je suis désolé si la vidéo a duré 1 heure, je suis vraiment désolé les gars, je voulais que ça fasse 20-30 minutes et au final c'était tellement intéressant que bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Mettez un like, abonnez-vous. Si vous voulez prendre un livre, en description, je vous mets un livre sur la féminisation de la société justement. C'est grâce à ça que aussi j'ai pu élaborer de bons arguments. Et allez voir la vidéo de Papacito et de The Rob et de Greg Toussaint, c'était intéressant. Allez, force et honneur, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.